années 60. Regardez, je peux pas croire qu'on avait l'air de ça dans les années 60. Et croyez-moi, c'était le chic du chic. Quand c'est une vierge comme ça. Il commence déjà à faire son indiscipliné. Il a raison, je l'adore. J'ai tellement hâte de le faire parler. C'est un invité en art. C'était d'abord un acrobate lorsqu'il est arrivé au pays. Et ensuite, ça a été essentiellement un homme de radio. Et je vais lui poser tout de suite la première question. Je vais lui demander, mais pourquoi diable le clergé t'a-t-il traité de communiste, mesdames et messieurs? Frenchy Jarreau. Faut dire que, honnêtement, c'est qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on fait maintenant. Puis moi, j'avais créé les lignes ouvertes. Alors, c'était le début des lignes ouvertes et tout ça. Et un sujet, ça durait 25 minutes, 30 minutes, 2 appels, et puis c'était fini. À un moment donné, un soir, j'ai plus de sujet. Alors, je décide de poser une question, mais pas de donner mon opinion, poser une question. Verrons-nous un jour le mariage de nos prêtres? Oh, tabarouette. 2 jours après, Paul-Émile Léger nous appelle dans son bureau, le directeur des programmes, tout le monde en arrive là-bas. Et là, on se fait engueuler. Un communiste, un Français sans foi, qui venait détruire nos religions, causait poser des questions comme ça en ondes. Et à ce moment-là, le poste était en faillite, CGMS était en faillite. À ce moment-là, la Brigade Bois avait fait faillite et c'était un intérim qu'on faisait avec un sorte d'huissier, un shérif. Alors qu'il était là, alors là, en sortant, c'était Nadon, le bonhomme. Il me dit, ça l'emmerde, continue, t'es bien. C'est comme ça que j'ai marché. Sans ça, j'aurais jamais fait de radio. Il y avait des sujets très tabous à l'époque. D'ailleurs, tu as bouleversé ça d'une façon assez... Tabou? Tu pouvais pas parler de religion, dire du mal, bien entendu. Tu pouvais pas amener un témoin de Jéhovah. Tu pouvais pas parler d'avortement. Tu pouvais pas parler de personnes à côté. Tu pouvais pas parler des personnes, des maladies honteuses. Je sais pas si tu vois déjà, hein, ça adresse beaucoup de choses. Ah ben l'homosexualité, on n'en parlait pas du tout, ça. Mais j'ai amené le premier... Le plus drôle, c'est que j'ai amené le premier homosexuel en ondes à la radio et le premier homosexuel à la télévision. De même que la première prostituée. La première femme prostituée qui est venue, et j'étais à ce moment-là avec le directeur des programmes, qui lui n'était pas intéressé à la fille. Il voulait savoir combien elle chargeait. C'est la seule chose qu'il lui demandait. À chaque fois, il posait, c'est combien? Mais combien vous chargez? Je parle de la radio de cette époque-là comme étant d'une belle période, je crois. On s'amuse pas autant aujourd'hui. Je pense que c'est très structuré. Mais à l'époque, on avait le droit d'inventer et d'innover, je pense. Ben, c'était l'époque. Moi, je me souviens, tu es d'ailleurs toi-même, quand tu es arrivé, tu étais Miss quelque chose. Miss Province de Québec. Tu étais Miss Province de Québec à ce moment-là. Bon, alors, c'est Jacques Maty qui t'avait engagé. Jacques Maty. Et tu étais un agent. L'agent secret 1280. Qu'est-ce que tu faisais comme agent secret? Les rapports de circulation. J'étais tous les matins avec vous, les gars. Ben oui. Ouais. C'était la seule fille qu'on avait avec les gars. On t'en a fait voir des Mais j'ai tout appris avec vous. J'ai tout appris. J'ai appris à écouter, entre autres. J'ai appris... À aimer aussi tes lettres d'amour qui traînaient sur toutes les filières, là. Il y en avait partout, là. Non, on dira pas qui écrivait ces lettres. Mais de temps en temps, on trouvait des lettres d'amour un peu partout sur une table. On disait, ah, c'est à Daniel. On avait à l'époque ce qui n'existe plus, je pense, qu'aujourd'hui à la radio, des éditorialistes. Et il y avait Paul Cook qui était très populaire. Ah, Paul Cook, c'était quelque chose. Paul Cook, d'abord, il prenait beaucoup de tomes. Alors, il avait toutes les lèvres qui moussaient. Vrai. Et dans le milieu de la mousse, il avait sa cigarette. Comme ça. Puis, à un moment donné, il écrivait des éditoriaux qui étaient quand même, à cette époque-là, pas mal incendiaires. Et un jour, il habitait sur le boulevard Pineuf. Il écrit un éditorial, je ne sais pas contre qui, finalement, dans la ruelle, sous sa fenêtre, on fout une bombe. La fenêtre saute, tout saute. La Angela, qui était sa femme, appelle les pompiers. Mais voilà, comme il avait des tapis blancs, elle voulait que les pompiers se déchaussent. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Alors là, ça ne marchait pas du tout. Et là, Coco, parce qu'elle appelait Coco, on cherchait Coco. Coco était au téléphone pour dire à CGMS, en primeur, la fenêtre vient de sauter. Lui, ils s'en foutaient des tapis. Qu'est-ce qui était le plus important? Je pense que c'était la radio avant même les journaux, parce que il y avait une espèce de compétition qui se faisait, pas tellement avec la télévision, c'était intéressant, bien sûr, la télévision, mais la radio... Mais la télévision n'était pas tellement, à ce moment-là, encore très forte. On n'avait pas la télévision qu'on a maintenant. Alors, à ce moment-là, c'était la nouvelle. La force de CGMS, au départ, c'était d'être sur place pour les nouvelles.
C'était comme ça. Et il y avait CKVL, qui avait José Ledoux comme reporter à ce moment-là. Et puis il y avait CJMS. Et la devise de CJMS, d'ailleurs, tu t'en souviens, CJMS est sur les lieux. Ah oui, c'est vrai. Et ça voulait dire je me souviens. Puis Aussi. maintenant, après, on a dit c'est Jarreau mon salaire. Ah non, c'est Jarreau mon soutien. Ça va faire plaisir à Paul Émile, ça. C'était aussi une période où lorsqu'il y avait un scandale, tout le monde se précipitait en premier pour aller la couvrir parce que celui qui réussissait... Les scoops. Ce qui est aujourd'hui populaire pour les journaux l'était surtout pour les... Actuellement, ça n'existe plus, le scoop. Le scoop n'existe plus maintenant parce que d'abord, premièrement, la grande majorité des postes de radio n'ont plus de salle de nouvelles. Et d'un. Alors donc, ceux qui ont que quelques nouvellistes ne couvrent plus ce qu'on appelle le scoop à ce moment-là. Et il y avait beaucoup de reporters qui étaient le reporter qui partait, qui étaient dehors 24 heures par jour presque. Parce qu'il y a des fois, on est resté jusqu'à 20 heures par jour, et même des journées entières. Il y avait tellement d'événements qui se produisaient quand l'avion s'est écrasé à Sainte-Thérèse, quand il y a eu à Dorion le train qui avait tué tous les jeunes qui étaient dans un autobus scolaire. Il y avait toutes ces choses-là, on était sur place. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini parce que la télévision arrive. Et dès que la télévision a fait voir l'image, qu'est-ce que tu peux faire avec un son, toi? Nous, on était le son qui amenait une image que les gens figuraient. Tandis que maintenant, tu as l'image directe. Alors, l'image directe, qu'est-ce que tu veux faire? Ton son, il ne sert plus. Même si tu racontes aux gens que tu as vu n'importe quoi qui serait horrible. Si tu l'as déjà vu à la télévision, l'image t'a tué. Tu avais d'ailleurs un quart de reportage. Tu te promenais partout. Tu as peut-être été Rothman, le premier à l'avoir. C'est Cigarette Rothman. Tu veux que je te raconte quelque chose comme ça? Je ne l'ai jamais raconté, ce que je vais te dire. Ça c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté. Là, t'en as un, maudit scoop. Ça, je peux le faire maintenant. À un moment donné, Rothman lançait la cigarette King Size, Rothman. Et à la télévision, c'était Jean Coutu qui faisait la cigarette Rothman. Mais ils avaient décidé qu'un poste de radio serait leur ambassadeur de cigarettes. Alors, on invite tous les postes de radio à amener dans une agence leur personnalité. Alors chacun avait une personnalité, il y avait Duceppe, il y avait Séguin, il y avait enfin Pellerin qui était assez cordial à ce moment-là, et puis tout le monde, on est là. Mais on ne sait pas pourquoi, parce que personne ne nous a rien dit. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'avais une idée que quelque chose arriverait. Finalement, on arrive dans une grande salle avec devant nous, devant chaque personne, on nous installe devant 10 cigarettes blanches. Et là, on nous dit, fumez. Celui qui trouve la cigarette Rothman a le contrat. Aïe, aïe, aïe. Et de tout le monde, il n'y a que moi qui trouve la cigarette. C'est comme ça. Or, j'ai jamais fumé de ma vie. Alors, le patron a dit, comment qui c'est qui te l'a dit? Je dis personne. Il dit, c'est l'agence qui te l'a dit. Non, non. Puis c'est ça qui avait donné l'oxygène à CGMS. C'est ça qui donnait de l'argent à CGMS. J'ai jamais voulu lui dire. Un an plus tard, Tennyson, qui est le président, revient signer un contrat. Oui. Mais là, en tout bon anglais qu'il est, commence à partir, et là, il me prend dans un coin, il dit, tu vas me dire la vérité. Tu n'as jamais fumé, je veux, qui c'est qui te l'a dit? Il ne te le dirait pas. À la fin de la soirée, il est pacté comme un œuf. Là, il me prend dans un coin, il dit, là, tu vas me le dire. Je dis, ok, je vais te le dire, mais toi, tu ne vas jamais révéler ce que je vais te dire. Il dit, parfait. Je dis, quand j'étais à l'agence, je me suis douté que ça serait des cigarettes. J'ai acheté un paquet de Rothman, j'en ai mis une dans ma bouche. C'était pourri, ça sentait mauvais. Dis, quand j'ai retrouvé la même odeur de pourri, j'ai dit, c'est celle-là la cigarette. Et c'était vrai, et c'est vrai. Je l'ai jamais dit ça, je l'ai jamais dit ça. C'est comme ça qu'on avait les commerciaux et les publicités et les contrats. Et oui, je donnais 15-20 cartons de cigarettes par semaine. J'allais sur un accident, il m'avait même promis $500 si je trouvais quelqu'un qui était écrasé, qui avant de mourir disait « Je fume ma dernière Rothman ». Ma parole d'honneur. Oh, écoute, ça c'est quand même invraisemblable. Écoute, je vais te rappeler d'autres souvenirs. Tu te rappelles de Robert Gillet qui était là tous les matins, oui. De Yabadabadou, Michel Desrochers. Michel Desrochers, oui. Et il y avait aussi un monsieur qui s'appelait Yvon Ducharme, qui a inventé naturellement... les téléphones, la chose des téléphones. Oui, les insolences. Les insolences de téléphone. Est-ce que tu avais été attrapé là-dedans, toi? Oui, il m'avait attrapé une fois. Difficilement. Attends. Écoute. Allô, monsieur Larousse. Allô, monsieur Larousse. Allô? Oui, c'est monsieur Asselin, s'il vous plaît, sur l'échange. Allô? Oui. Oui? Monsieur Haro? Oui? C'est monsieur Emilio Asselin, c'est... Oui? Du conseil Maisonneuve? Oui?
Est-ce qu'on pourrait vous avoir pour un conférencier? Ça dépend quelle date, ça, monsieur? Ce serait pour le 10 avril. Le 10, c'est un quel soir, ça? Non, le soir, c'est pas possible. C'est le soir, vous? Oui. Malheureusement, non, tous les soirs, je suis sur les ondes, moi. Il faut que ce soit un samedi ou un dimanche, c'est pas possible autrement. Ça pourrait souper, hein? Il faut que ce soit en principe un samedi même. Parce que même le dimanche, voyez-vous, je filme face à face. Oui. Ça, c'est pour le souper. Paul Cook, probablement. Paul Cook qui faisait son éditorial, probablement, derrière. T'étais donc à CGMS. Mais je voulais pas parler parce que j'aimais pas, j'ai jamais aimé parler Affaires au téléphone. Parce Mais tu t'es fait avoir d'une façon merveilleuse parce que tu avais gagé que tu ne te ferais pas prendre. C'est exact. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tu avais gagé quoi? Et tu as été obligé de le payer d'ailleurs. Tu t'en souviens? Dis-moi-le. 5 repas qu'il a fallu que tu payes à Yvan Ducharme et tu les as payés. Ben oui, mais c'est vrai, puis j'avais vraiment parié que jamais il m'attraperait. Ça, c'est vrai, je l'avais dit. Et sais-tu qui nous a eu cet extrait? Pierre Charette, celui qui le... Ah, Seigneur! Peut-être celui qui travaille encore à Oui, CGMS. il est à CGMS avec Gilles Proulx. Oui. Il est avec lui. Là, c'est lui qui t'a donné ça, là. C'est lui qui nous Mais a t'en donné as-tu ça. des relations, toi? Oui, j'en Est-ce ai que des tu joues encore? Est-ce que tu fais des claquettes? Il faut pas qu'il faut... Non, il faut pas qu'on raconte cette histoire. Il m'a fait Pourquoi? pleurer, mais pleurer, mesdames et messieurs, un jour. Elle a pleuré des heures. Pas des heures, mais elle a pleuré une demi-heure. À cause de Robert Gillet qui avait fait croire à Et puis Richard Morancy. Oui, oui. C'est oui. Richard Morancy. Écoute, on n'a pas le temps de raconter ça. Sauvé par la cloche, on s'en va à la pause publicitaire. Tu D'ailleurs, vas pas le dire, hein? non, j'ai d'ailleurs quelque chose de très bizarre à te montrer, puis on a des tas de choses. On revient avec toi dans pas très longtemps. Il y avait... J'avais vendu beaucoup de disques. Je sais pas, mais c'est pas important. Tu sais de quoi on va parler, Frenchy? On va parler de publicité, justement, puisque, puisque c'était très important à Pas les l'époque. cigarettes Rodman. Ah, j'en sais rien. On va lui demander. On accueille Marie Valran. Bonjour, Marie. La publicité au Québec, on le sait, ça a d'abord été une question de politique. Un des premiers grands cris de ralliement au début des années 60, ça a été « c'est le temps que ça change ». Et en plus, avec les contractions, c'était écrit avec le langage parlé, parce que le Parti libéral voulait, évidemment, au début de la Révolution tranquille, changer les choses. Donc, on sait que c'est les premiers véritables slogans qui ont été politiques. On pense à Maître chez nous aussi, Oui. quand on a voulu... l'électricité, c'est ça, quand René Lévesque a voulu. Et puis ensuite, on pense à c'est à nous que ça sert, c'est au Québec que ça sert. Donc, c'est vraiment le slogan, un cri de ralliement d'un peuple. D'ailleurs, slogan, ça veut dire en écossais, en langue gaélique, la troupe qui crie. Ah! Ouais, c'est D'accord. ouais. Et c'est carrément ça. Et on sait aussi que les Québécois sont les plus grands amateurs de slogans. Ils sont très avides de slogans. Vers les années 63 arrive le père de la publicité. Il s'appelle Jacques Bouchard. Et c'est lui qui va chercher les 36 comptes sensibles des Québécois. On connaît bien Et ça. il est d'ailleurs en ce moment même dans un château en Europe. Ah oui, ça je savais pas. Dans un château. Oui, il vit dans un château maintenant. Ah oui. Ah bah oui, il était le premier à avoir sorti. Ben, il était chez Labatt. Oui. Il avait commencé à Labatt à ce moment-là. Oui, alors c'est ça. Il a commencé à la batte et ça a été son premier bijou. D'ailleurs, on se souvient de la publicité avec Guimond, qui était Oui, il extraordinaire. connaît ça. Oui, d'ailleurs, on peut l'écouter. Regarde, on peut le regarde bien, voir. Frenchy. Tout ça pour vous dire qu'il n'y en aura pas de commercial pour les brasseurs de la bière 50. Lui, il connaît ça. C'était bien, hein? C'était BCP. BCP, c'est ça, la création Bouchard, Champagne, Pelletier. C'est ça. C'était la création à ce moment-là de... Et la deuxième agence qui était aussi très très forte, c'est le mari de Nicole Germain, qui est mort il y a quelques jours. C'était M. Bourassa, le colonel Bourassa, avec Paul Langlais, qui a créé ensuite vrai. les métropoles. Oui, oui. Et BCP, ils ont développé la technique du miroir. Et Bouchard, il a été assez loin dans... Il voulait absolument... Il y en avait assez des adaptations et puis des traductions bêtes de Toronto. Il voulait qu'il y ait un produit typiquement québécois. C'est ça qui a changé, qui a révolutionné dans les années 60, M. Bouchard. Alors, il y avait la technique du miroir, c'est-à-dire allons chercher le québécois dans le québécois. Et puis, il y avait aussi la théorie des lits jumeaux, c'est-à-dire, bon, ça va, les Anglais et puis les Français vivent dans le même pays, mais ils sont pas obligés de coucher dans le même lit. Donc, les lits jumeaux, des publicités
pour les Anglais puis des publicités pour les Québécois. différent. On sépare ça. Son premier bijou, c'est la batte. Et aussi, il y a aussi, c'était le premier à utiliser des vedettes locales. Bon, Olivier Guimond, mais aussi la Tulipe, quand ils ont fait l'espèce pour les Expo 67, de collecte de « As-tu ton 2? As-tu envoyé ton 2? » As-tu envoyé Bon, ton 2? ils ont employé Gilles de la À ce Tulipe à moment-là, ce ça moment-là. c'était pour la loterie que le maire Jean Drapeau avait fait pour payer Le métro. le fameux métro et payer aussi le fameux qu'on paye encore, là, Le stade. le stade. Oui, mais ça, c'est les fumeurs. Mais maintenant, il n'y a plus de taxes, on paye plus le stade. Hey, ça devait être fini en 95. Eh oui. Là, maintenant, c'est en l'an 2015. Mais on est chanceux. Écoutez, on est chanceux, le mât est fini. Non, jusqu'à l'an 2015. Ils ont sorti les chiffres avant, il y a 2-3 jours. Ça va maintenant, ça prendra jusqu'à l'an 2015 et peut-être 2020 pour qu'on le paye, le mot de stade. Une autre grande réussite fulgurante dans le milieu de la publicité au Québec, les rôtisseries Saint-Hubert. Eh oui. Je ne sais pas Ah, si ben vous oui. vous souvenez Ah oui. de Pout, 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 ding, ding. Et ça a d'ailleurs été les premiers à faire de la livraison à domicile. Et le numéro de téléphone unique et central, ça a été leur idée, ça. Parce que bon, maintenant, ça va de soi, mais quand Ah oui, même... c'était sur la Plaza Saint-Hubert. Exact. Le seul magasin était sur la Plaza Saint-Hubert. Oui, mais Et il le quand ils faisait- en ont eu plusieurs, il n'y avait qu'un seul numéro de C'est téléphone. ça. Donc, Et c'était il le facile de les faisait enjoindre. après les nouvelles Oui. de 11h. Et aussi, ils ont été les premiers à choisir des blocs spécifiques à la télé, c'est-à-dire qu'ils passaient leurs nouvelles après le match de C'est hockey. ça. Alors, les C'est hommes ça. avaient faim. là. Quand les gens avaient faim, C'est ça. et c'était à 11h. Ils passaient toujours ça à 11h parce que c'est le moment où les gens appellent parce qu'ils veulent un poulet pour la fin de soirée. Exact. On a été aussi chercher les jeunes avec Coke. Et à ce moment-là, Daniel, on peut voir la publicité de Coca-Cola dans les années 60. À ce moment-là, pour avoir les droits de Il y a de la joie, qui est, bon, évidemment, la chanson de Trenet dont vous parliez justement dans la salle de maquillage, ça a coûté 3 000 $. Vous imaginez? Ah oui. 3 000 $, c'est pas grand-chose. Ah, Aujourd'hui, Et d'ailleurs, l'affaire de Coke, le premier qui publicisait Coke à ce moment-là, c'est l'ancien partenaire à Daniel, Serge Belair, qui dans les 60 faisait le club le samedi matin à CJMS, à la salle CEOC, et c'était le club de Coca-Cola. C'était la pub de Il y a de la joie, on la plaçait évidemment pendant Jeunesse oblige. Hein. Ouais, oui, oui. c'est ça, On allait c'est chercher ça. les jeunes. C'est ça. Le Jello aussi, je ne sais pas Ah, si on peut oui. voir, on se souvient c'est sûrement populaire. Et là, a débuté les jeux de mots parce qu'on a un sens latin puis on a un sens des jeux de mots. Alors celui-là, c'est Jello à la bouche, Jello à la bouche. Hein. Bon, on voit un peu, là. Ça a été très... Et création de personnages aussi. Vous souvenez-vous de Madame Blancheville? Ah. Hein, de Spick and Span. Il y avait Madame Blancheville, ça c'était au début. Et nous on l'avait à CGMS. Oui, C'était. c'est vrai. Ah oui? Comment il s'appelait? Je me souviens pas. Ben oui, tu t'en souviens. Ah non. Qui faisait, on le déguisait dans tous les trucs. Il s'habillait en chevalier blanc, il s'habillait en n'importe quoi. Comment il s'appelle ça? Monsieur Net, non? Non, on l'avait, Monsieur Monsieur Net Net, aussi, on l'avait même en hollandais, il faisait du chocolat. Et oui, on avait sorti aussi les choses, les boulettes de viande. La femme aussi. Bernard, Raymond Bernard. Ah, Raymond Bernard. Eh oui, c'était Raymond C'est Bernard. vrai, C'était tout en Raymond blanc. Bernard. Tout en Oui, blanc. c'est vrai. Ben oui, il se baladait comme ça avec sa perruque tout en blanc. Pour pas qu'on le reconnaisse. Pour pas que tu le reconnaisses. C'est vrai, c'est très vrai. Il y a aussi l'image de la femme. Ça, c'est assez incroyable. Au début des années 60, on peut donner un exemple de la publicité de Postum. Alors, on voit une femme, en fait, on la voit pas du tout. Il y a la tasse, elle attend son mari, il y a la tasse, vous voyez à l'écran, et les deux pantoufles. Et bon, offrez un Postum à votre mari quand il revient du travail. Donc, le féminisme n'était pas très loin. À la fin des années 60, là, on a une publicité de table qu'on peut aussi montrer à l'écran, et on va voir que l'image de la femme Aïe, aïe, aïe. a été révolutionnée. Donc, Ben, c'est tout un souvenir, ça. Eh oui, eh oui. Et on servait de ça pour engager des artistes C'est dans vrai. les clubs. Bien sûr. Et un des premiers qui a été ça, c'est Gérard Thibault ici, qui avait inventé, il avait acheté ça en Europe, où on projetait des morceaux de films, et c'est par ces morceaux de films qu'on a une sorte de cinéma. Ça s'appelle Scopitone. Scopitone, c'est Voilà, ça. c'est Scopitone. T'as encore la mémoire pour ça, toi? J'ai le Scopitone. As-tu été scopitonné, toi aussi? Non, je n'ai pas été Scopitonné. Eh oui, Tu as été impresario aussi dans ces années-là, dans les années... c'est ça. C'était quoi la différence entre impresario et agent d'artiste? L'impresario engageait, par exemple, moi j'avais un bureau d'impresario avec André Ruffiange. J'engageais les artistes chez Gérard pour la Porte Saint-Jean, pour différents autres cabarets, pour Jacques Normand,
c'était l'impresario engageait les artistes. L'agent d'artiste, c'est une personne qui fait engager son artiste. Il sert d'intermédiaire Ah oui, d'accord. entre l'impresario et l'artiste. Tu nous as raconté quelque chose, je ne sais pas si tu vas avoir le courage. Parce qu'il y a toujours des histoires. D'accord. Il y a toujours des histoires à une histoire. Laquelle? Bah, si on parle des débuts de chez Gérard, évidemment, il y aura toujours l'histoire officielle. Mais toi, il semblerait que tu es la vraie histoire. L'histoire officielle, c'est que Charles Trenet était ici à Québec. Et il n'y avait pas d'endroit où on pouvait travailler à Québec parce qu'il y avait des problèmes ici. Il n'y avait pas de club, il n'y avait pas les clubs. Ouais. On travaillait à la Tour. Moi, j'ai travaillé à la Tour où tu faisais les variétés le samedi et le dimanche. Mais il n'y avait pas de club comme tel. Alors, à un moment donné, Charles Trenet est ici et tombe en amour avec Québec. Et il rencontre une personne qui l'aime à la folie. Mais pour lui prouver qu'il était Charles Trenet, et cette personne-là s'en sacrait comme de l'an 40, de toute façon, disons bien la vérité. Alors, ils sont sur la place du Palais, devant la gare, et là, il y a un café qui est chez Gérard. Alors, chez Gérard, qui vendait des hot dogs, qui faisait du fast-food à ce moment-là. Alors, Charles Trenet rentre là, et Gérard Thibault est à cet endroit-là. À ce moment-là, il y avait Jules Thibault et Gérard. Et il dit à Gérard, je débute ici ce soir. Il dit, comment vous débutez ici? Oui, oui, il dit, je débute ce soir ici, chez Gérard. Alors, ils ont été chercher des caisses de bière, qui étaient en bois à ce moment-là. On a monté les caisses de bière, on a mis un contreplaqué par-dessus. Gérard Thibault a été chercher son tapis de son salon et le piano, et on a apporté et on a fait une scène avec ça. Et c'est comme ça que chez Gérard a été créé. Et plus tard, évidemment, la Porte Saint-Jean est arrivée, et il y avait chez Émile aussi. Ah oui. Alors chez Émile, où se produisaient des artistes, par exemple, comme Tigus et Timous. Et puis chez Gérard, on a commencé, après Charles Trenet, ils ont commencé Dédé Pastor, Rafa. Tout ça, c'est là qu'ils ont fait leur début. Tu as fait venir Marie Dubas, d'une façon, toi aussi, il y a quelque chose à raconter. Marie Dubas, je l'avais engagée pour Jacques Normand. Et ça, c'était au Café Saint-Jacques. Alors, c'était pour chanter la Charlotte prie Notre-Dame. Mais elle a 84 ans et elle veut pas chanter la Charlotte. Elle s'en souvient plus de la Charlotte prie Notre-Dame. Elle s'en souvient plus dans la mémoire des temps, mais il faut qu'elle le chante, c'est pour ça qu'on l'a engagée. Alors, les Français, quand ils veulent te parler avec supériorité, te disent toujours, n'est-ce pas, te prennent ton nom. Ils disent, donc oui, mais... Hein? Alors moi, elle me disait toujours, dis donc Jarreau, dis donc Jarreau. Alors à un moment donné, je dis, attention Marie, ici ça glisse, c'est l'hiver, c'est Noël, il y a de la glace sur les trottoirs. Enlevez vos lunettes noires. Elle dit, Jarreau, je sais ce que je fais. Alors, elle répète le réveillon, il est 10 heures du soir, elle chante, elle répète ça, descend l'escalier, se casse la gueule. Là, elle casse le dentier en deux. Là, on n'a plus de dents. La Charlotte qui n'a plus de dents. On s'en va chez, à ce moment-là, on avait un ami qui était le doc Mathieu, qui recolle le palais, et puis il dit là, bougez plus. 2 jours plus tard, elle redescend, les lunettes noires, se casse la gueule, là, se casse la jambe. Alors, mais il fallait continuer le spectacle. Alors, on l'amenait en scène, on l'assoyait sur une chaise, puis elle avait la jambe comme ça dans le plâtre. Puis, à un moment donné, elle disait, un enfant, c'est lourd à porter, Vierge Marie. Puis elle disait, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces cons, ils rigolent toujours. C'est triste ce que je dis. Et moi, je disais, là avec la patte en l'air. Tu as connu plein de gens très intéressants. D'ailleurs, j'ai ici une photo de toi avec Charles Aznavour. Aznavour, ensemble, en 1958, on ramassait des bouteilles de coke vides pour acheter un pain à New York. Eh mon Dieu. Oui. Remarque, il l'a dit, il s'en est jamais... on était avec Roche, il y avait Roche chez lui, et on ramassait les bouteilles de coke. Et quand on en avait pour 12 cents, on achetait un pain. T'as connu les scandaleuses, parce qu'à l'époque, dans les années 60, il y en avait quelques-unes. Est-ce que c'est à cette époque qu'il y avait Gerda Munsinger? Ah ben ça, c'est autre chose, la Gerda Mais ça, c'était une grande scandaleuse aussi. Ben oui, mais ça a été scandaleux, mais là, il semble maintenant que ça a été un peu moins scandaleux. Là, depuis quelque temps, on est en train de rétablir des choses. Mais à ce moment-là, tu avais Lily Saint-Cyr. Ah, Lily Tu avais Lily Saint-Cyr qui était une striptease, mais qui travaillait au Getty. Et de l'autre côté, sur la rue Saint-Laurent, tu avais Peach. Pêche, ou Peach, on appelait ça, qui, elle, avait des seins un petit peu plus gros et des tasseaux un petit peu plus petits. Et le chose, c'était de les faire tourner, et à l'arrivée, les faire tourner en sens contraire. Mais ça, c'était scandaleux. Ah ben oui, mais c'était scandaleux à ce moment-là. Et puis, tu avais, à ce moment-là, Huguette Proulx, qui, à la radio, parlait de sexe. Oui, radio-sexe, ben oui. Hey, elle parlait de sexe. Ouais. Et là, je ne sais pas si tu le sais, le sexe était interdit.
plus qu'interdit. Oh, ben oui, plus qu'interdit. Là, t'aurais pas pu parler de condom. Non, ça, c'est Ah non, ça marchait pas du tout. Et il y avait celle qui était très, très, très adulée, mais aussi on la regardait de haut, Hélène Bédard. Ben oui, mais c'est parce qu'Hélène Bédard, elle employait un mot pour un mot. Tu comprends? Alors elle, il n'y avait pas de problème. Si elle parlait de son ça, c'était ça. Voilà, alors. Et comme elle disait, il y a tellement de gens qui parlent du nez que ça fait bien de temps en temps de parler du nez. D'autres choses, tu comprends? Et, ben non, elle le disait. Oui, mais ce qu'on peut dire maintenant, à cette époque-là, c'était quelque chose d'incroyable. Oui, c'est Et vrai. alors, ces femmes-là, c'est comme les premières femmes qui ont porté des jupes à la hauteur du centre des loisirs. Moi, il m'est arrivé une histoire avec ça, avec Isabelle la jeunesse. Pas Isabelle, comment qu'il s'appelle? Il faut que tu la dises très, très vite. Alors. Vite, vite. Ben, je suis arrivé le nez dedans. Mais je te raconte ça une autre fois. Je t'en dis pas plus, j'en dis pas plus. C'est assez comme À l'époque, c'était facile. Attends, il est déjà temps de passer malheureusement à la publicité. J'aurais voulu en savoir davantage. Il y a une chose qui est drôle, c'est qu'à cette époque-là aussi, il y avait une certaine Valérie, c'était pas mal étonnant ces sujets. Hein? T'en parles pas de ça? Non, non, j'en parle pas. Pas encore. Ah ouais? Pas encore, pas Je m'en encore. souviens de Valérie, moi. Hein? Je tiens à remercier les archives de Télé7 pour les belles photos et les belles images qu'ils nous ont données pour les chanteurs et les chanteuses que vous voyez en reprise de commerciaux. Et je veux aussi remercier Cobel, le costumier, et Jukebox Québec Amusement, parce que tout à l'heure, on va écouter une belle chanson de Jenny Rock. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez louer ces machines 622-4151. Tu n'es pas tout à fait retraité, tu es Non, c'est des encore choses. à la Non, je suis radio. pas retraité du tout, je commence à vivre. T'es à CKVL tous les Ben oui, matins. tous les matins. Et on en profite pour montrer des sculptures que tu fais parce que c'est magnifique. Ça, c'est ma petite Sainte Vierge. C'est ta petite c'est ma Sainte petite Vierge, Sainte c'est toi Vierge, qui les fais. Ben oui. Quand as-tu décidé, Frenchie, de faire de la sculpture? Ça fait quelques années déjà. Ah oui? Ben, j'aime le bois. C'est comme je ne sais pas si on a vu l'autre tableau aussi. C'est On va le voir. le Saint-Hilaire, c'est le presbytère de Saint-Hilaire. C'est des choses qui sont très jolies, ça. J'adore faire ça. La radio te fascine toujours? Ah oui, ben, tous les jours, c'est des choses nouvelles. C'est ça qui est le bien dans notre métier, comme le tien. Quand je suis arrivé ici, tu ne savais pas ce qu'on allait faire. C'est vrai. Puis maintenant que je suis parti, tu ne sais même pas ce qu'on a fait. c'est ça. Mais non, c'est vrai, c'est ça. Notre métier, c'est ça. Il y a tellement de choses. Et puis tous les jours, quelque chose de nouveau arrive. Et c'est ça qui est formidable. Il faut que je te dise un gros merci, un gros bisou, puis il faut dire bonjour tout le monde à ce Ah ben, il y en a. Il y a Bel Air qui t'embrasse, il y a Ménie qui t'embrasse, il y a Dononcourt qui t'embrasse. Écoute, on écoute Jenny Rock, Do You Do You Do You Saint-Tropez.